Alors que le monde quittait la période paléolithique et traversait le mésolithique, il ne fallut pas longtemps, historiquement parlant, avant que les humains ne commencent à s'installer dans des fermes permanentes, des villages et des communautés. Le néolithique, ou nouvel âge de la pierre, fut le dernier chapitre de l'âge de la pierre et la première étape vers ce que nous considérerions en termes larges comme la civilisation. Une partie du néolithique fut marquée par la première révolution agricole, où de nombreuses communautés humaines commencèrent à abandonner la vie de chasseurs-cueilleurs au profit de l'agriculture et de l'élevage. Cela permit alors à la population de croître et certains établissements s'étendirent pour soutenir cette croissance, formant ainsi les premières communautés à grande échelle du monde. Le néolithique a commencé il y a environ 12 000 ans et il est en fait marqué par les premières preuves de l'agriculture dans le croissant fertile d'Asie occidentale. Ces premières fermes cultivaient un petit éventail de cultures, comme l'épeautre, le blé, l'engrain et le millet, et gardaient toujours des chiens dans leurs établissements pour aider à la chasse à la viande. Ce n'est qu'en 8000 avant Jésus-Christ que des animaux domestiques modernes comme les porcs, les chèvres et les moutons ont été introduits dans les établissements Pentumin. La fin du néolithique dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Ces cultures d'Asie occidentale ont été les premières à sortir du néolithique avec l'avènement de la métallurgie, entrant ainsi dans l'âge du bronze. D'autres régions du monde ont mis plus de temps à progresser, les cultures d'Afrique ayant évolué vers 3150 avant Jésus-Christ et celles d'Europe vers 2000 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons examiner ces cultures plus en détail. Comment les humains du néolithique en Europe, en Asie et en Afrique vivaient-ils leur vie ? Comment ont-ils progressé, appris et prospéré dans les premiers paysages historiques qu'ils allaient finir par appeler leur foyer fond ? Rejoignez-nous pour répondre à ces questions et explorer le néolithique, cette mystérieuse et ancienne nouvel âge de la pierre. Les cultures asiatiques furent de loin les premières à montrer des preuves de communautés agricoles, stables et des formes les plus anciennes de civilisation. Cette technologie est apparue pour la première fois en Asie occidentale et au Levant, englobant des régions qui constituent aujourd'hui la Turquie, la Syrie, l'Irak et la Jordanie. On pense que cela a commencé lorsque les chasseurs-cueilleurs ont commencé à comprendre le processus de croissance des plantes. On pense que, dans un premier temps, ces chasseurs-cueilleurs se contentaient de disperser des graines dans la région où ils les trouvaient afin de favoriser la croissance de davantage de plantes, ce qui entraînait ainsi une augmentation de la nourriture disponible. Il y aurait eu beaucoup d'essais et d'erreurs dans ce processus, comme c'est le cas avec toute nouvelle technologie. On pense que les chasseurs-cueilleurs ont finalement franchi le pas lorsque des changements climatiques locaux ont forcé certaines parties de la planète à connaître de longues saisons sèches, un climat qui favorise les plantes qui accomplissent de leur cycle de vie en une seule année. Certaines céréales et légumineuses pouvaient être récoltées à différents moments de l'année, ce qui permettait d'avoir une grande variété d'aliments prêts à être consommés toute l'année. C'est grâce à cela que les premières colonies ont pu voir le jour. On pense que les communautés néolithiques de Chfong du Levant avaient une compréhension de base de la sélection des graines et du réensemencement, ce qui leur permettait de cultiver et de récolter les meilleures récoltes selon leurs préférences. Certains grains étaient broyés en farine à l'aide de mortiers et de pilons, qui, avec les progrès technologiques, allaient en finir par servir à la fabrication d'une gamme de nouveaux aliments. Cependant, il existe des preuves provenant de Jéricho que les figues ont en réalité été la première culture cultivée par les humains. Des restes de figues ont été découverts dans un ancien établissement datant d'environ 9400 avant Jésus-Christ. Ces figues étaient une variété domestiquée provenant d'arbres qui ne peuvent se reproduire qu'à partir de boutures sélectionnées par les humains. À moins qu'une autre culture antérieure ne soit découverte, les scientifiques ont des raisons de croire que le figuier a été la première plante domestiquée.
L'agriculture n'est pas une technologie qui a été découverte une seule fois puis répandue à travers le monde, mais une invention indépendante de nombreuses cultures différentes qui progressaient technologiquement en même temps. Il y aurait eu beaucoup de diffusion dans les régions immédiates où elle a été développée, mais on pense que l'agriculture a été initiée plus de 11 fois séparément par différentes cultures à travers le monde, en commençant par l'Asie occidentale. Les humains néolithiques d'Asie ont aussi été les premiers à établir un lieu de culte. Un bâtiment semblable à un temple situé sur le site archéologique antique de Göbekli Tepe, en Turquie, établi vers 9500 avant Jésus-Christ, est considéré comme le premier de son genre et a en fait été construit avant que les bâtiments autour de lui ne soient établis. Les personnes qui ont construit cette structure vivaient encore principalement comme des chasseurs-cueilleurs. Autour du temple se trouvent 7 cercles de pierre, dont certains sont composés de piliers en calcaire gravés de représentations de différentes espèces de mammifères, d'oiseaux et d'invertébrés. Fait étonnant, on estime que des centaines de personnes ont travaillé sur ces structures, sans doute d'anciens sanctuaires près du temple principal, couverts de toitures rudimentaires. Des sites similaires, mais légèrement plus récents, ont été découverts dans ce qui est aujourd'hui Israël, la Jordanie et le Liban. À mesure que les établissements asiatiques du début du néolithique devenaient impermanents, les gens ont commencé à abandonner le mode de vie nomade au profit d'une structure solide qui les garderait au chaud et à l'abri toute l'année. Ces premières maisons étaient en de forme circulaire, avec une seule pièce servant à la fois de chambre à coucher, de salon et de cuisine improvisés pour préparer la nourriture issue des cultures. Ces toutes premières maisons étaient construites en briques de terre crue, des blocs séchés à l'air composés de boue liée avec de la paille. Dans certains cas, les premières communautés possédaient des murs de pierre rudimentaires et même des tours en pierre. Ces défenses rudimentaires suffisaient à protéger les communautés des animaux sauvages, des groupes humains rivaux et des dangers naturels comme les inondations et les tempêtes. On peut trouver à l'intérieur de plus petits murs qui servaient peut-être d'enclos pour les animaux ou de zones de stockage de nourriture utilisées par l'ensemble de la communauté. Vers 8800 avant Jésus-Christ, nous commençons à voir des preuves de ce que l'on a appelé la période néolithique pré-céramique B. L'un des principaux changements qui se produisent à cette époque est que les maisons rondes sont généralement remplacées par des maisons rectangulaires ou carrées comportant plusieurs pièces. Cela aurait permis aux familles qui y résidaient d'avoir plus d'intimité et constituerait la base des maisons dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Nous commençons également à mieux comprendre les premières religions, croyances et cultures humaines à cette époque. Des figurines représentant des hommes et des femmes, fabriquées en gypse et en pierre, ont été découvertes dans des villages situés dans ce qui est aujourd'hui la Syrie. Et il existe des preuves que ces premières maisons en briques de terre étaient le lieu de spectacles religieux qui seraient considérés comme obscènes de nos jours. Les restes humains retrouvés à l'intérieur et à l'extérieur de ces maisons suggèrent que ces personnes adoraient ou vénéraient leurs morts d'une certaine manière en conservant leurs crânes à l'intérieur des habitations et en les recouvrant de boue séchée pour former des traits du visage. Peut-être était-ce une façon de garder l'être cher décédé auprès d'eux, après la mort, même si cette méthode serait considérée comme très étrange dans le monde d'aujourd'hui. Lorsque les familles le conservaient dans leurs proches, elles laissèrent le reste du corps à l'extérieur pour qu'il se décompose jusqu'à ne laisser que les os. Ces os étaient ensuite enterrés sous le plancher de l'habitation. Après cette période, nous entrons dans le néolithique final, centré autour du croissant fertile du Moyen-Orient. Cette époque se caractérise par les premières expérimentations avec la poterie, développée dans les régions méridionales du Levant. Ces expérimentations sont centrées autour du nord de la Mésopotamie et incluent des sites tels que Tel Hassuna et Yarmouk. Une poterie épaisse faite à la main a été développée ici, aux côtés de figurines en argile représentant des humains et des animaux, dont certaines représentent comme Smefra Orleran des femmes enceintes, des entités qui étaient vénérées comme des déesses de la fertilité.
Plus tard, la poterie serait décorée de formes et de motifs géométriques qui étaient échangés avec d'autres établissements contre de la nourriture et d'autres ressources. Certaines communautés africaines anciennes ont suivi les mêmes processus que ceux mentionnés dans la partie précédente de cette vidéo, juste après qu'ils aient eu lieu en Asie occidentale. L'Extrême-Orient africain, par exemple, a été le premier à développer des capacités agricoles et d'élevage, et des sociétés agraires ont commencé à apparaître vers 8000 avant Jésus-Christ. La domestication d'espèces animales plus avancées, en particulier les moutons et les chèvres, aurait atteint l'Égypte vers 6000 avant Jésus-Christ à la suite d'une diffusion directe des sociétés d'Asie occidentale qui commerçaient peut-être avec elles via le pont terrestre reliant les deux continents. Dans certaines régions, cependant, on pense que la domestication des cultures et des animaux s'est produite de manière indépendante, sans influence des cultures extérieures sur les premiers chasseurs-cueilleurs. Ceci reste un sujet de débat parmi les chercheurs, certains affirmant que les cultures ont été domestiquées localement, tandis que d'autres soutiennent que des agriculteurs migrants venus d'Asie et s'installant en Afrique ont apporté certaines technologies avec eux. Alors que l'Égypte et les régions qui l'entouraient ont été les premières à entrer dans la période néolithique en Afrique, d'autres parties du continent ont mis un peu plus de temps à progresser. Dans des régions comme l'Algérie et le Maroc, par exemple, des sociétés agraires sont apparues suite à l'introduction de l'agriculture par des Européens vivant sur la péninsule ibérique, qui avaient déjà découvert ces technologies. En voyageant vers l'Afrique, les humains ont apporté avec eux des céréales domestiquées, ainsi que leur savoir aux premières cultures africaines, qui ont adopté ce mode de vie. Cela a conduit certaines sociétés d'Afrique du Nord à adopter un mode de vie pastoral, s'appuyant sur les vastes plaines et les terres broussailleuses du continent pour permettre à leur bétail de paître. Le pastoralisme est pratiqué dans de nombreuses régions montagneuses de nos jours et était essentiel au mode de vie de ces premiers Nord-Africains. Certains pasteurs se déplacent parfois en fonction des saisons et de la disponibilité des ressources, menant leurs animaux vers de nouveaux endroits lorsque les pâturages sont entièrement broutés. Cela entraîne une grande flexibilité et, par conséquent, certains de ces premiers peuples n'étaient pas attachés aux régions où ils s'étaient initialement installés. Le Maroc fut la première région d'Afrique, en dehors de l'Égypte, à adopter les technologies de fabrication de la poterie, notamment sur le site connu sous le nom de Kafelgar, dans l'actuelle province de Taza du pays. On trouve également ici de nombreuses preuves de l'adoption précoce de la domestication des céréales, ainsi que de l'élevage, puisque des moutons et des chèvres ont été introduits dans la région à la fois depuis l'Europe et le Levant. Les habitants de l'Afrique subsaharienne ont adopté le pastoralisme comme principal mode de vie plutôt que de devenir entièrement agriculteurs. Cela s'est répandu dans les régions entourant la vallée du Rift, où les moutons, les chèvres et finalement les bovins ont été domestiqués pour leur viande, leur peau et leur lait. Des pots en terre cuite ont été développés dans ces régions, tout comme des mortiers et des pilons, des meules et des bols en pierre. Les morts étaient enterrés dans des caires, un type de cimetière collectif couvert, contrairement à l'inhumation à l'intérieur même des villages. Finalement, ce mode de vie allait se répandre vers le sud chez des tribus comme les Khoikhoi, un groupe de personnes que nous avons déjà abordé sur cette chaîne. On pense que les technologies agricoles sont arrivées en Europe il y a environ 7000 ans, alors que la technologie se répandait dans tout le bassin méditerranéen depuis le Proche-Orient et le Levant. Entre 5000 et 4000 ans avant notre ère, cette technologie allait ensuite atteindre les parties occidentales du continent, traversant ce qui est aujourd'hui l'Allemagne et la Pologne jusqu'à la France, ainsi que vers le sud à travers l'Italie et la péninsule ibérique. La Scandinavie et les îles britanniques, en raison de leur isolement relatif, furent les dernières à développer cette technologie, alors que des agriculteurs migrants se dirigeaient en Toise vers le nord depuis ce qui est aujourd'hui la France et l'Allemagne. Quel que soit le moment où elles sont entrées dans le néolithique,
De nombreuses de cultures et communautés qui ont émergé à travers l'Europe à cette époque partageaient en elles plusieurs caractéristiques fondamentales. Ils vivaient dans de petits villages, souvent en groupes familiaux, où ils répartissaient le travail entre les éleveurs d'animaux, les cultivateurs, ainsi que les chasseurs, les potiers et les menuisiers. Le bois était coupé à l'aide de haches en pierre rudimentaires dans les forêts denses qui entouraient l'Europe, puis utilisé pour la construction des maisons et des bâtiments, ainsi que pour alimenter les feux qui permettaient aux communautés de rester au chaud pendant les longs hivers froids. Certaines communautés néolithiques autour de la Méditerranée ont poussé leurs établissements un peu plus loin, en renforçant leurs villages avec des palissades et des tours de guet, probablement pour repousser et surveiller l'arrivée d'envahisseurs ou de pillards venant des villages voisins. Certaines communautés de la Grande-Bretagne néolithique privilégiaient un mode de vie pastoral. Ils faisaient manger paître le bétail à travers les collines et les forêts de cette terre ancienne, subsistant grâce à leur viande et complétant leur alimentation avec des végétaux. Il existe également des preuves suggérant que les peuples néolithiques d'Europe étaient religieux. Un artefact découvert sur un site archéologique dans l'actuelle province de Vidin en Bulgarie a été identifié en 2018 comme la tête d'une figurine que l'on pense avoir représenté une déesse mère. Ces figurines ont été retrouvées à travers l'Europe et l'Asie et certains avancent qu'elles représentent l'incarnation de la fertilité. D'autres ne sont pas d'accord, affirmant qu'il s'agit de figurines destinées à représenter la sagesse et la richesse. On sait aussi que certaines cultures ont construit d'immenses mégalithes. Ces structures peuvent être composées d'une seule pierre ou de plusieurs, souvent disposées selon des motifs ou des formes complexes. Le plus célèbre des plus de 35 000 mégalithes situés rien qu'en Europe est sans aucun doute Stonehenge, situé sur ce qui est aujourd'hui la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire en Angleterre. Construit à la fin du Néolithique, certaines des pierres auraient été transportées jusqu'à cet emplacement depuis plus de 240 km. Il a été construit en utilisant des assemblages que l'on ne retrouve dans aucune autre structure mégalithique, ce qui en fait l'une des œuvres architecturales les plus sophistiquées et avancées de tout le Néolithique. On pense que sa fonction était religieuse, peut-être utilisée comme un ancien temple, aligné avec les mouvements du soleil. Le soleil se lève directement au-dessus de la pierre de talon lors des jours les plus courts et les plus longs de l'année, au solstice d'été et d'hiver. À la fin du Néolithique, les habitants de l'Europe s'étaient installés dans des sociétés plus agricoles, avec toute une gamme d'animaux dans leurs fermes. En plus des bovins, les moutons et les chèvres fournissaient du lait, de la viande et de la laine, tandis que les sangliers étaient gardés dans les bois et élevés pour leur viande. Les chiens, domestiqués bien plus tôt, étaient dressés pour aider dans les fermes, rassembler les moutons et surveiller de près les prédateurs ou les pillards. Voilà donc un aperçu des événements et faits marquants du Néolithique. Le Néolithique allait être la dernière période de l'histoire où la pierre était utilisée comme principal matériau dans les technologies. Le Chalcolithique à venir, sujet de la prochaine partie de cette série, verra l'introduction des tout premiers métaux maîtrisés et utilisés par les peuples anciens, le cuivre et l'étain. En entrant dans cette nouvelle ère, les gens allaient découvrir toute une série de nouvelles technologies, d'armes et de modes de vie qui allaient toutes contribuer de manière significative à poser les bases du monde que nous connaissons aujourd'hui.